deuxième partie de ce huitième cours de la deuxième année, c'est-à-dire la partie philosophique, donc, et la doctrine sociale pour la deuxième année. Et aujourd'hui, on parle de la famille. Alors oui, ce que je voulais dire aussi par rapport aux cours qui ont été établis par Jean Deja dans le courant de l'année 1900, enfin 1900, oui, deuxième partie de des années 1900. À ce moment-là, il y avait plus de pratiques qu'aujourd'hui, et puis Jean Deja était à Paris, principalement dans un milieu quand même grandement pratiquant. Et donc ces cours s'adressaient, l'idée de Jean Deja, c'était, on l'a déjà dit, c'était de donner à des adultes, enfin des jeunes qui commençaient à devenir adultes, quelque chose de plus costaud que ce qu'ils avaient eu au catéchisme. Des grands jeunes qui arrivaient en université et qui étudiaient des thèmes adaptés à leur âge, alors que le catéchisme n'était plus adapté. Bon, on dirait ils auraient pu cultiver leur foi par eux-mêmes et rechercher à développer cette foi, cette doctrine catholique par eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, il y a bon, mais l'idée était quand même bonne de Jean Deja de donner quelque chose plus adapté à des jeunes qui allaient devenir adultes. C'est-à-dire, c'est le même catéchisme, en fin de compte, hein, c'est la même doctrine de l'Église, mais plus adapté à des personnes parvenues presque, enfin, qui sont en train de parvenir à maturité. De leur donner des certitudes de façon à ce qu'ils puissent prendre en main leur foi. Donc, c'est pour dire que ça s'adressait à des gens qui étaient déjà pratiquants, ou qui l'avaient été, soit par habitude, parce que la famille y allait, parce que les parents demandaient d'y aller, soit par sentimentalité par rapport à la famille, parce que par rapport à ce que nous ont donné transmis nos parents. On sait que nos parents nous aimaient, et nous les aimions aussi, enfin dans le cas normal. Et donc on accepte de nos parents, il y a une espèce d'instinct qui nous dit que ce que nous donnent les parents, enfin une habitude, que ce que nous donnent les parents c'est quelque chose de bon, donc il vaut mieux le garder, mais on comprend plus au bout d'un moment, on comprend plus très bien pourquoi. Alors on y va un peu par habitude, par sentimentalité, parce que papa, maman m'ont enseigné ça, donc c'est bon. Et donc l'idée de Jean Deja, c'était de retrouver le bien fondé de ce qu'ils avaient reçu par leur famille et qu'ils avaient pratiqué plus ou moins par habitude. Donc c'est des gens qui étaient un petit peu, si on veut, tombés dedans au départ. Souvent, ça a été fait aussi pour des gens qui désirent se convertir, mais principalement une majorité. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas tout à fait adaptés à notre époque, où il y a beaucoup plus de gens qui sont plus éloignés de la foi, sinon complètement, du moins qui ont perdu ou qui ont rejeté l'héritage de leurs parents. Donc c'est pour ça que les entretiens spirituels ont cette forme-là. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler de la famille. Bon, ça c'est pareil, ces cours ont été faits au temps où la famille était encore dans les clous, à peu près. Alors que maintenant, c'est un vrai démantèlement. Hein. On peut dire que les ennemis partagent les dépouilles. Hein. On est en train de basculer dans un monde vraiment... Alors il y a toujours cette idée sous-jacente, on n'en parle pas là, mais c'est parce que ça a changé très vite. Hein. Le changement a été très très vite. Qu'est-ce que je voulais dire ? La famille est en train d'être démantelée. Et donc c'est pareil, ces cours-là, bon, j'ai gardé le plan de Jean Deja, mais il faudrait les retravailler. Bon, il y a quand même l'essentiel, le basique. Et puis on signalera, comme au passage, ce qui serait plus adapté à notre époque d'aujourd'hui. On va voir la raison de la famille
et toute son importance dans la société, hein, la vie sociale. Donc c'est le thème général de cette deuxième année. Alors la famille, après avoir terminé les généralités sur la vie sociale, nous allons maintenant étudier les principales sociétés humaines indispensables à l'homme, c'est-à-dire la société familiale, premièrement, deuxièmement la société professionnelle et troisièmement la société politique, hein, toutes les sociétés indispensables à l'homme. Hein, société familiale, on va le dire ici, société professionnelle, parce qu'il faut travailler pour gagner son pain, pour manger et vivre correctement, et la société politique parce que il doit y avoir une organisation sociale avec des chefs qui organisent cette vie sociale. On a déjà parlé de l'autorité, hein. Même dans les tribus les plus reculées, il y a toujours un chef et il y a toujours une hiérarchie, une espèce de hiérarchie, hein. Aujourd'hui, nous commençons les cours sur la société familiale. Pourquoi commencer par la société familiale? Pourquoi pas par la société politique? Aujourd'hui, on pourrait se poser la question encore, hein. Eh bien, on répond parce que cette société familiale est la première société indispensable à l'homme, la première forme de vie sociale exigée par la nature humaine. Vous allez voir, hein, c'est pas une invention, c'est pas un contrat, c'est pas une décision de la société pour vivre comme ça plutôt qu'autrement, c'est une nécessité. Nécessité pour l'homme. Elle est indispensable à l'homme. C'est ce que nous allons démontrer aujourd'hui, que la société familiale est la première forme de vie sociale exigée par la nature humaine. Nous savons combien la famille est attaquée aujourd'hui. Ça a été écrit il y a il y a une dizaine d'années, hein, et encore plus maintenant. Et combien il est important de redéfinir ce qu'elle est vraiment, quelle est sa nature. Pour le comprendre, il faut se souvenir de ce qu'on a vu l'avant-dernier cours, c'est-à-dire pourquoi la vie sociale est indispensable à l'homme. Pas que j'ai oublié de passer les diapos. Donc, pourquoi la vie sociale, il faut revenir à ce qu'on a dit, oui, pourquoi la vie sociale est indispensable à l'homme. Nous avons dit que la vie sociale est indispensable à l'homme parce que l'individu isolé est impuissant à réaliser seul son véritable bien humain. C'est donc la première impuissance de l'individu humain isolé qui va donner la première forme de vie sociale indispensable à l'homme. Oui. Hein, c'est l'impuissance de l'individu isolé à pourvoir ses besoins, à réaliser son véritable bien humain. C'est cela qui est à la base de la société familiale. Or, la première impuissance de l'individu isolé est évidemment celle de l'enfant à sa naissance. Impuissance à parvenir seul au complet développement humain de l'adulte. C'est même avant sa naissance, son impuissance à venir au monde seul, hein, il n'y a rien de plus évident. Je ne sais pas si c'est encore évident aujourd'hui. La raison fondamentale de la société familiale, c'est que l'être humain ne commence pas à exister sous la forme complète développée de l'adulte, mais il commence à exister sous la forme d'un germe d'homme, si on peut dire, un commencement d'homme qui est l'enfant à sa naissance, à qui il faudra très longtemps, on dit un quart ou un tiers de la durée normale d'une vie humaine, longtemps pour parvenir au complet développement humain de l'adulte. Bon, cela dans les meilleures conditions. Hein. C'est-à-dire quand on veut vraiment réaliser comme il faut l'être humain dans le monde d'aujourd'hui. Il faut bien remarquer toute la portée de cette introduction. On ne peut parler de bien humain ou de perfection humaine
Perfection au sens de, vous savez, achèvement, complétude. Si le germe d'homme qu'est l'enfant ne parvient pas au complet développement humain de l'adulte. On ne peut pas parler de bien humain, je répète, ou de perfection humaine, si le germe d'homme qu'est l'enfant ne parvient pas au complet développement humain de l'adulte. La condition première de la perfection humaine, c'est le passage du germe d'homme qu'est l'enfant au complet développement humain qu'est l'adulte. Vous voyez, pas difficile. Oui, c'est les évidences qu'on donne là, c'est la réalité, hein. Ce ne sont pas des idées qu'on aurait été chercher sur Mars ou sur Pluton. C'est tout ce qu'il y a de plus évident. Pour mieux comprendre ce passage du germe d'homme qu'est l'enfant au complet développement humain de l'adulte, nous allons comparer le cas de l'espèce humaine avec le cas des autres espèces vivantes, végétaux et animaux. Ce développement, en effet, jusqu'à la maturité, n'est pas propre à l'homme. Le végétal commence graine et petite plante avant d'atteindre sa taille de plante, et l'animal naît aussi petit avant d'atteindre son complet développement d'adulte. Les végétaux. Pour la plupart des végétaux, il suffit de placer la petite graine ou la petite plante dans les conditions extérieures de sol et d'atmosphère qui lui conviennent, c'est-à-dire les conditions extérieures physiques et chimiques convenables pour elle, pour qu'elle croisse par elle-même grâce aux lois internes de son organisme et de sa nature. On dit alors que ces plantes poussent toutes seules. Il y a cependant des exceptions. C'est le cas des plantes cultivées, vous savez, pour lesquelles l'intervention du cultivateur ou du jardinier est nécessaire. Il y a là une analogie en ce qui concerne l'éducation des hommes, mais ce n'est qu'une analogie. On parle de cultiver, de culture pour l'être humain. Le rôle du cultivateur ou jardinier, en effet, se limite à réaliser artificiellement, quand elles ne sont pas réalisées spontanément dans la nature, les conditions favorables de sol et d'atmosphère pour la plante. Il rétablit ces conditions en arrosant, en fumant, en exposant au soleil, en greffant aux besoins. Mais quand, par les saints soins du cultivateur ou du jardinier, la graine ou la petite plante se trouve dans le sol et l'atmosphère qui lui convienne, on peut dire encore qu'elle pousse toute seule. Donc on est encore loin de l'éducation de l'homme, qu'il ne suffit pas de mettre dans de bonnes conditions physiques et chimiques pour qu'il parvienne à sa maturité. C'est pas inutile ce petit cheminement-là qu'on fait, parce qu'il y a des gens qui croient que l'homme peut se développer lui-même tout seul, comme les plantes. Moi, mon papa était un peu comme ça. Bon, ça a posé des problèmes dans l'éducation. Et il y a cette doctrine fausse de Jean-Jacques Rousseau, on en a parlé déjà, que l'homme est bon par lui-même et c'est la nature qui le corrompt. La société, je veux dire, pardon, qui le corrompt, alors que la société, c'est quoi? C'est l'homme aussi. L'homme est capable du bien comme du mal. Et l'enfant aussi. L'enfant n'est pas bon par lui-même, on le sait. Les enfants peuvent être très cruels aussi. Alors on a par exemple comment on appelle ça là, les persécutions de jeunes, d'un groupe jeune par rapport à un autre jeune, qui peuvent les pousser jusqu'au suicide, qui peuvent leur rendre la vie complètement impossible. Et puis la société, c'est pas seulement les adultes, c'est aussi les enfants. Il y a des sociétés d'enfants, justement, comme on le dit. Il peut y avoir des groupes d'enfants qui peuvent tuer littéralement, moralement, un autre jeune. Donc, les plantes, oui, elles poussent toutes seules, et même si le cultivateur est là, on peut dire qu'elles poussent toutes seules quand même. Bon, il y a ça aussi chez l'enfant, on lui donne l'éducation, on le verra, mais c'est lui quand même qui doit prendre en main cette éducation. L'éducation doit seconder, doit favoriser l'éducation qui lui-même réalise en fin de compte. Mais bon, il y a une différence quand même
avec les plantes, c'est que les plantes, c'est beaucoup plus simple, quoique ce soit très complexe tout de même. Il y a cependant là un enseignement, donc les plantes, il suffit de les mettre dans les conditions physiques et chimiques. Il y a cependant là un enseignement intéressant de la nature. Les plantes cultivées en général sont les plantes les plus parfaites, ce qui montre qu'on n'obtient pas le plus parfait en laissant la nature à elle-même, sans intervention humaine. Cette leçon a été développée par Georges Duhamel, dit Jean Dejas, dans ses fables de Mon Jardin. Un des plus beaux textes de prose de notre siècle, un témoignage de Jean Dejas, qu'il a intitulé « Gouvernement du jardin ». Il part de la théorie de Jean-Jacques Rousseau, qui célèbre contre la main sacrilège de l'homme, violentant la nature. Bon, c'est pas complètement faux non plus. On en a des exemples aujourd'hui, mais alors Georges propose alors de mettre cette théorie en application dans le jardin et de supprimer la main violentant la nature en écartant le jardinier. Vous voyez, vous verrez alors qu'il n'y aura bientôt plus de jardin, celui-ci sera retourné en friche. Ceci parce que les plantes qui donnent les plus belles fleurs et les plus beaux fruits sont des organismes fragiles qui trouvent difficilement leurs conditions de vie et sont facilement éliminés par la concurrence sans scrupule de ces petits rapaces vigoureux qui, eux, trouvent facilement leurs conditions de vie, appelées pour cette raison par les jardiniers les mauvaises herbes, enfin peut-être certains jardiniers. On sent ici une allusion à l'ère de l'individualisme, où les individus les mieux armés éliminent les autres par une concurrence sans scrupule. Alors avec cette théorie de l'évolution maintenant qui est très à la mode aujourd'hui, on retrouve ça. Et on pense qu'il faudrait vivre plus ou moins comme ça. Voilà, on a un exemple de la mauvaise façon de s'y prendre dans la formation, dans le développement des enfants. C'est que s'il n'y a pas cette éducation, là, enfin l'éducation entendue au bon sens du mot, celle qu'on va étudier ici, ça fait comme les mauvaises herbes par rapport aux plantes cultivables, cultivées. Mais la fable s'arrête là. Si on laisse passer le temps, le triomphe des mauvaises herbes sera de courte durée. Bientôt la forêt avec ses grands arbres viendra couvrir de son ombre le jardin et faire périr, en s'appropriant la lumière, les herbes qui croissent dessous, forêt que l'on peut comparer au totalitarisme et au collectivisme, venant succéder à l'ère des individualismes. C'est ça, l'individualisme, c'est la jungle, c'est le plus fort qui gagne et les autres sont écrasés, plus ou moins. Bon, heureusement, dans nos pays, par exemple, on a des bonnes lois qui permettent de protéger les petits tout de même, puis qui se manifestent aussi avec les syndicats, etc. Mais on en est là, la loi du plus fort. Lorsque la forêt, continue Georges Duhamel, aura remplacé la friche et les mauvaises herbes, comme celles-ci ont remplacé le jardin, alors tout sera redevenu comme en son obscur commencement. On voit mieux ainsi avec cette belle allégorie comment on n'obtient pas, sans intervention de l'homme, le plus parfait. On le répète, bien que cette image soit belle, il ne s'agit que d'une analogie. Et il y a une différence essentielle de nature entre le rôle de la culture concernant les végétaux, culture qui ne fait que réaliser les conditions extérieures favorables, et le rôle de l'éducation pour l'espèce humaine que nous allons bientôt voir. Voilà pour les végétaux. On passe aux animaux. La vie animale exige déjà beaucoup plus que la vie végétale, car on aura beau placer le petit animal sur le sol et dans l'atmosphère qui lui convienne le mieux,
Abandonné à lui-même, il sera incapable de trouver seul sa nourriture et se défendre contre tous les dangers. Il a besoin d'une présence pour le nourrir et le protéger. Bon, c'est une généralité, hein. Il y a peut-être des cas spéciaux, mais en général c'est comme ça. Comme le petit lion là qu'on voit tout seul, il n'irait pas loin. Dans la plupart des espèces animales, la nature a pourvu, par la voie de l'instinct maternel, à ce qui est nécessaire au petit, en poussant la mère à rester avec lui pour le nourrir et le protéger jusqu'à un certain développement. Dans la majorité des cas, la mère seule suffit. Le père est de passage et l'union des sexes se fait au hasard des rencontres. Il y a des exceptions, comme chez les oiseaux, où la mère doit rester avec les petits, tandis que le père va chercher la nourriture. La nature a pourvu au nécessaire, puisqu'elle porte le père à rester avec la mère et les petits, jusqu'à ce que ceux-ci soient capables de voler de leurs propres ailes. Ce qui se passe avec les animaux à ce sujet est bien différent de ce qu'est pour l'espèce humaine l'éducation. Le petit animal, en effet, est nourri et protégé, grandit corporellement, avec son instinct, et devient capable, dès qu'il a atteint sa taille, de trouver seul sa nourriture et se défendre des dangers. L'instinct est en grande partie ce par quoi l'animal va se diriger assez rapidement. On voit aussi, on peut mettre ça au compte de l'instinct aussi, les petits, par exemple, le petit faon qui naît et puis qui sait marcher au bout de quelques heures. Ça, c'est extraordinaire. Et qui va suivre sa maman, des animaux, le petit va suivre le troupeau. Il faut qu'il sache marcher, sinon la mère ne va pas le porter sur le dos. L'homme aussi a besoin d'être nourri et protégé, mais à la différence des autres animaux, cela ne suffit pas pour qu'il parvienne à son complet développement. Vous voyez, l'animal, il protège son petit pour lui laisser le temps d'acquérir une taille et puis avec une expérience suffisante, et c'est l'instinct qui, en grande partie, qui va prendre le relais. C'est avec l'instinct que l'animal va acquérir son autonomie, mais chez l'homme, il ne suffit pas de le protéger, de le laisser grandir, ce que des gens, comme je disais tout à l'heure, ce que certaines personnes croient, il suffit comme l'oiseau fait son nid, enfin ils ont des adages, des proverbes. Ben non, ça ne suffit pas. Certes, s'il est nourri et protégé, ses membres et sa taille grandiront, mais il ne se développera pas en lui des instincts suffisants qui lui permettront de trouver sa nourriture et de se défendre. De toute façon, il n'est pas fait seulement pour manger et exister. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'instinct en l'homme, il y en a, comme la peur du vide par exemple, ou ce qui lui dit de manger, ou pour s'accoupler, pour propager l'espèce humaine, mais il est nettement, largement insuffisant pour lui faire vivre sa vie d'homme comme tel. Sur le plan des moyens physiques et des instincts, l'homme est le plus démuni des animaux, dit Aristote. Il est immanquablement condamné à périr. Par exemple, l'odorat du chien ou du loup, par exemple, par rapport ou à d'autres, ou à l'ours. L'ours polaire, il paraît qu'il sent la viande à 5 km. Et nous, on a un odorat relatif. Si l'espèce humaine a réussi beaucoup mieux que toutes les autres espèces animales et est parvenue à les dominer toutes, c'est justement à cause du caractère propre qui la distingue des autres espèces animales, c'est-à-dire l'intelligence, on l'a vu. Ce n'est que grâce à l'intelligence que l'homme sera capable de trouver sa nourriture et de se protéger,
et de manière de plus en plus perfectionnée et développée. En fait, le développement proprement humain, est le développement de la vie de l'intelligence et de ce qui en résulte, comme la vie morale, la création artistique ou l'invention technique. Assurer le développement de l'être humain, c'est assurer le développement de l'intelligence. Vous voyez? Parce que le reste, ça équivaut à ce que vit la plante et à ce que vit l'animal, donc là il n'a pas trop de différence, comme homme. Sa différence, c'est par rapport à l'intelligence. Bon, on a vu ce que c'était que l'intelligence, hein, et que l'homme se distingue nettement des animaux par cette faculté. Ce qui fait qu'il est homme, il est animal, mais il est homme, et l'homme n'est pas seulement un animal. Or, nous avons vu l'an dernier que l'intelligence humaine, personnelle et de l'humanité, n'acquiert ses connaissances que lentement, difficilement, laborieusement et progressivement. Et l'acquisition de nos connaissances est si lente, difficile, laborieuse et progressive que ce qu'un enfant abandonné à lui-même réussirait à découvrir seul dans le cours d'une vie humaine se réduirait à si peu de choses, serait tellement au-dessous même du niveau des peuples les plus primitifs qu'il est pratiquement impossible d'imaginer à quel degré ce serait rudimentaire. Hein, vous voyez, vous vous rendez compte de tout ce qu'on a acquis à travers les siècles. On méprise ça un peu aujourd'hui aussi, hein, on étouffe ce côté progression de la connaissance, de ce qui est essentiel à l'être humain à travers les siècles, en faisant croire qu'on est arrivé enfin à une époque où la science avec un grand S, sait tout ou saura tout un jour. Alors que c'est faux, et en fait, on l'a déjà dit, hein, la science d'aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de la science. Et on a perdu l'essentiel, c'est-à-dire la philosophie, la vraie philosophie avec la métaphysique et ses autres parties tout aussi essentielles. L'ensemble des connaissances qui font aujourd'hui la perfection de l'humanité a été lentement, laborieusement et progressivement acquis par le travail progressif et successif de générations humaines successives. Il faut affirmer cette chose très méconnue aujourd'hui, mais qui constitue, comme je disais, mais qui constitue pourtant une donnée fondamentale d'expérience, qu'un enfant qui vient au monde abandonné à lui-même serait complètement incapable de retrouver seul ce qu'il a fallu tant de siècles et tant de génie pour acquérir. Il faut que cela lui soit transmis par l'éducation et l'enseignement, ce qu'on a appelé la formation. Ainsi, nous avons découvert que la nécessité première et fondamentale de l'être humain, c'est la nécessité de l'éducation, qui transmet à l'enfant ce que l'humanité a acquis collectivement et progressivement au cours des siècles et des millénaires. Bon, vous comprenez que dans cette acquisition progressive au cours des siècles et des millénaires, il ne s'agit pas de tout ramasser, hein, toutes les cultures du monde, etc., qui sont particulières à chaque culture précisément, mais l'essentiel de ces découvertes. Hein. Ce que nous avons dit des connaissances, c'est vrai aussi de la vie morale. Nous avons vu au début de cette année, d'abord, que la vie morale suppose des connaissances morales et donc suppose un enseignement qui doit faire partie de l'éducation, car ces connaissances ont été aussi accumulées au cours des siècles. Bon, là, c'est pareil, il faut trier, hein, c'est ce qu'on fait ici. Ces derniers siècles, là, du point de vue de la philosophie, et entre autres de la philosophie morale, il y a des tas d'âneries qui ont été dites, hein, comme par exemple ce qu'a dit notre pauvre Jean-Jacques Rousseau, que l'homme est bon par lui-même, c'est la société qui le corrompt, donc il faut laisser l'homme se développer lui-même. Complètement absurde, parce que là, l'homme, ça conduit à toutes les catastrophes. Hein. D'autant plus qu'à cause du péché, l'homme a une
tendance principale vers le mal, et il a plutôt tendance à descendre qu'à monter par lui-même. C'est l'homme qui est corrompu depuis le péché, c'est pas seulement la société. Nous avons vu ensuite dans le cours sur les vertus que l'individu livré à lui seul est pratiquement incapable d'acquérir des vertus, car elles se forment en nous par l'éducation. On peut dire la même chose du domaine technique. Il n'y a pas un métier qu'on ne puisse acquérir sans un long apprentissage, transmettant ce que des spécialistes ont acquis au cours des siècles et des millénaires en ce domaine. Qu'ils ont acquis par leur expérience. Ils ont modifié peu à peu leur façon de travailler. Bon, il y a aussi plusieurs façons de travailler, mais chaque technique, chaque méthode s'est perfectionnée en modifiant, en corrigeant ce qui se fait de mal et en établissant comme règle ce qui donne de bons résultats. Je connais très bien le problème, je suis menuisier professionnel au départ. Et chacun, après, même avec cette expérience, on a à faire notre propre expérience et à adapter ce qu'on a appris, et puis aussi à le retransmettre avec ce qu'on y a mis comme enrichissement. Il en est ainsi jusqu'à des activités toutes simples, comme de savoir nager. Mettez un animal dans l'eau, il saura nager tout de suite. Mettez un enfant dans l'eau, s'il n'a pas appris, il risque de périr noyé très rapidement. Nous arrivons donc à cette conclusion que c'est dans tous les domaines de tout ce que comporte le développement humain que l'enfant doit pratiquement tout recevoir de l'éducation et de l'enseignement. Cette conclusion nous met donc en face de l'absolue et fondamentale nécessité pour l'homme dans son développement humain, de l'éducation et de l'enseignement. Vous voyez ? Il ne faut pas dire oui, mais même s'il était seul, il arriverait quand même ceci, cela, Tintin. Ne serait-ce que la langue, je ne sais pas si on va en parler là, la langue qui est acquise, vous imaginez, au bout de beaucoup de temps, il n'arriverait pas à avoir une langue, il aura un langage tout à fait rudimentaire. Et la langue ne sert pas seulement à communiquer, elle nous sert aussi à nous à raisonner, à ce que elle sert à notre intelligence à fonctionner entre guillemets pour nous guider par la raison, et par la compréhension des choses, etc. Donc cette conclusion nous met donc en face de l'absolue et fondamentale nécessité pour l'homme dans son développement humain, de l'éducation et de l'enseignement. Le mot éducation d'ailleurs le montre bien, un mot composé du préfixe latin ex et qui marque le point de départ, l'origine et de la racine latine ducere qui veut dire conduire. L'éducation, c'est l'action de conduire l'être humain depuis le germe d'homme qu'est l'enfant jusqu'à l'être humain complètement développé qu'est l'adulte. On peut aussi prendre l'image de faire sortir ducere et sortir de l'ignorance, de l'état embryonnaire à l'âge adulte. La feuille, elle sort de l'arbre, la feuille de l'arbre, elle sort toute seule. Et ducere, elle est sortie par la nature elle-même, c'est l'arbre qui l'a fait sortir, si on peut dire, c'est quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs, quand on réfléchit 5 minutes. Alors que l'enfant, il doit devenir indépendant et donc il doit être educere et educatus par les autres pour l'aider à acquérir sa complétude d'être humain, comme il est appelé à devenir, à l'acquérir. Cette éducation est une œuvre de longue haleine. Nous savons qu'elle prend d'un quart à un tiers de la durée moyenne d'une vie humaine. Ça peut aller jusqu'à 15-20 ans.
Donc, c'est vrai, oui, un tir à 15 ans, c'est le minimum. Hein, dans le certificat d'études, c'est un peu avant. Hein. Mais bon, peu importe, le fait est que elle prend une grande partie de notre vie. Bon, c'est vrai que beaucoup de jeunes maintenant vont jusqu'à 20 ans. Et donc 20 ans, c'est un quart ou un tiers de la vie humaine. Hein. En moyenne. Il n'y a pas d'espèce vivante pour laquelle il faille une durée si grande pour que l'être vivant atteigne son complet développement. Bon, on dirait qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'école jusqu'à 20 ans pour devenir un être humain, mais aujourd'hui, c'est devenu nécessaire dans le monde où l'on vit. Et ceci dit, c'est pas pour glorifier l'éducation telle qu'elle se donne aujourd'hui, dans l'éducation nationale, qui est essentiellement, comme notre politique, hein, essentiellement matérialiste et athéiste, qui tolère les religions, mais qui ne les considère pas, enfin qui ne considère pas la vraie religion comme quelque chose d'essentiel à l'être humain. Il y a tout un côté qui n'est pas développé dans l'homme à cause de ça, bon, qui est repris ou pris en parallèle, ça souhaité, par l'organisme qu'est l'Église, mais malheureusement de moins en moins. Il y a une confusion, vous voyez, on a perdu, vous savez comme moi, on a perdu le sens de la religion, la vraie religion, parce qu'il n'y en a qu'une, en fin de compte, il n'y a qu'un Dieu, donc la religion c'est le rapport de l'homme avec Dieu. Et du fait qu'on a perdu la vraie valeur de la religion, toutes les religions finissent par nous apparaître semblables, et puis c'est la confusion, parce que les religions ne sont pas les mêmes. Hein. Mais donc il y a quand même une éducation qui nous apprend à devenir des hommes. Bon, ça se perd aussi aujourd'hui, mais qui nous apprenait jusqu'alors à respecter l'autre, à vivre ensemble, à vivre, apprendre ce qu'est la vie, apprendre ce qu'est l'homme, apprendre ce que devraient être nos relations entre nous. Il y a quand même beaucoup une bonne éducation dans nos sociétés occidentales. Il n'y a pas que du bon, mais il y a beaucoup de bon quand même. Donc, il n'y a pas d'espèce vivante pour laquelle il faille une durée si grande pour que l'être... Bon, je reviens sur ce que je dis là, une petite digression. Par exemple, on en a déjà parlé, on ne prend pas en compte la dimension spirituelle et éternelle de l'homme, hein, et d'un être appelé à chercher, à trouver la sagesse qui comporte de découvrir l'être extraordinaire qui est Dieu et qui est notre Créateur et qui est destiné à devenir notre Père. Dimension essentielle pour l'homme parce que il n'y a que là qu'il trouvera son bonheur. Et tout le reste, il ne trouvera il n'arrivera à être heureux que de façon provisoire et limitée. Hein. On cherche le bonheur, beaucoup le cherchent, tout le monde le cherche, et peu de gens, ou même pas de gens, personne à la trouver en fin de compte, véritablement. Hein. Ne serait-ce parce qu'il faut mourir un jour. Et donc, vous voyez, dans l'éducation doit comporter l'homme dans toutes ses dimensions, et pas seulement dans la dimension matérialiste et limitée qui est notre vie sur la Terre, où on essaye d'y bâtir notre bonheur parce qu'on ne croit pas à la vie future. Et donc ça, il faudrait le prendre en compte aussi. Hein. Donc, pour dire tout ça, que l'éducation aujourd'hui est bonne dans nos pays occidentaux, sous certains aspects, mais qu'elle manque quand même des aspects essentiels. Et non seulement elle n'enseigne pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous faire perdre l'essentiel de notre vie humaine en tant que véritablement humaine. Hein, et ça, c'est grave. Hein.
C'est ce qu'on essaye de rétablir un peu avec ces cours. Donc il n'y a pas d'espèce vivante pour laquelle il faille une durée si grande pour que l'être vivant atteigne son complet développement. Œuvre de longue haleine et prodigieusement vaste et complexe, puisque nous venons de voir que c'est dans tous les domaines que l'enfant doit tout recevoir de l'éducation et de l'enseignement. On comprend ainsi très facilement que la mère seule ne peut y suffire. D'abord en raison de l'étendue et de la complexité des tâches à remplir, car c'est dans tous les domaines qu'il faut assurer le développement de l'enfant. Bon, là on parle au temps où les femmes étaient encore au foyer, ils pouvaient s'occuper de leurs enfants. Et puis pour que l'éducation soit complète du point de vue humain, il faut les qualités psychologiques différentes et complémentaires des deux sexes, des parents, ce dont on parlera la prochaine fois, dans le cours sur le mariage. Un enfant élevé que par des femmes en souffrirait toute sa vie. Il lui manquerait toujours quelque chose de plus fort, de plus vigoureux, de plus viril. Je crois que Jean Deja a été élevé que par des femmes seulement. Donc il sait de quoi il parle. Un enfant élevé que par des hommes en souffrira toute sa vie. Il lui manquera toujours quelque chose de plus sensible, de plus fin et de plus délicat. Il faut, pour que l'éducation soit complète du point de vue humain, qui collaborent les qualités psychologiques différentes et complémentaires des deux sexes. Ça, on en parlera aussi dans le cours sur le mariage. Donc les mariages, soi-disant mariages homosexuels, c'est complètement absurde. C'est un désastre pour notre pays. Tout ça, ça procède c'est la société qui fait l'homme et on croit qu'il suffit de le penser très fortement et de le dire et de le répéter, que ça va se réaliser, alors que c'est faux. On est encore dans cette logique de l'évolution où il suffit de changer les choses et après elles vont s'adapter d'elles-mêmes. On commence à voir ainsi pourquoi l'union des parents doit être stable. Parce que l'éducation est une œuvre de longue haleine et qu'elle réclame la collaboration et la complémentarité des deux sexes. Vous voyez, toute l'importance aujourd'hui de ça qu'on a perdu, dont on a perdu l'importance. On voit en particulier toute l'importance de ces remarques, pour notre société actuelle qui fabrique en masse ce qu'ils appellent des familles monoparentales, sans compter celles que l'on va bientôt appeler monosexes. L'union stable des parents pour l'éducation des enfants, c'est cela qui s'appelle la société familiale. Nous venons ainsi de démontrer comment la société familiale est la première forme de vie sociale exigée par la nature humaine. C'est une forme de vie exigée par la nature de l'homme depuis son début jusqu'à son plein développement, sa maturité. Cela veut dire que la société familiale est la condition et la base de toutes les autres sociétés, car toutes les autres sociétés ne pourront se constituer et continuer que s'il y a des familles pour non seulement leur fournir physiquement de nouveaux membres, car à cela une union passagère au hasard des rencontres pourrait suffire, mais encore pour conduire ces nouveaux êtres humains à leur complet développement humain par l'éducation, développement humain en tant qu'humain. On peut faire une digression ici en ce qui concerne la réceptivité de l'enfant dans l'éducation. Bon, ça c'est Jean Deja qui met ça. C'est un professionnel de l'enseignement. Donc, alors, du fait que l'on doit transmettre à l'enfant tout ce dont il a besoin pour son complet développement humain, il s'ensuit que l'enfant doit être réceptif dans cette éducation. L'éducation est l'œuvre des éducateurs et elle comporte l'autorité des éducateurs sur l'enfant pour qu'ils mènent à bien leurs tâches. Autorité au sens de faire croître, faire augmenter, haute gère.
Et l'enfant doit être en état de recevoir cette éducation, c'est-à-dire réceptif. Seulement, dire que l'enfant doit être réceptif ne veut pas dire qu'il doit être passif. Il ne s'agit pas de remplir l'enfant de connaissances et de vertus comme on remplit un seau d'eau. L'enfant est un être vivant, connaissant et libre, qui doit recevoir comme un être vivant, connaissant et libre, c'est-à-dire comme un être qui assume, intègre en lui ce qu'il reçoit, le fait sien, et en toute liberté. Vous voyez, quod recipitur ad modum recipientis recipitur en latin. Ce qui est reçu doit être reçu à la façon de celui qui reçoit. En fait, l'éducation comporte que l'enfant soit en même temps réceptif et actif. Jean Deja remarque la stupidité et l'absurdité des discussions contemporaines à l'époque, un fruit de l'idéalisme qui oppose dans l'esprit et par un jeu d'esprit ce qui est uni dans la réalité, c'est-à-dire le fait d'être en même temps actif et passif pour l'enfant. Mais l'enfant n'est actif qu'en étant réceptif. Il n'est réceptif qu'en étant actif. Vous voyez ? Il n'est actif qu'en étant réceptif. Car s'il était seulement actif sans être réceptif, il n'aurait pas besoin d'éducation, ce qui va contre la conclusion que l'on a été obligé de faire, et donc n'est pas possible. L'enfant n'est actif qu'en recevant sa formation par ses éducateurs et sous leur conduite. Donc l'enfant ne peut être actif qu'en étant réceptif. Mais l'enfant n'est réceptif qu'en étant actif, car il ne recevra ce que l'éducation lui transmet que si ses facultés à lui, l'enfant, sont en activité pour le recevoir, parce qu'il n'est pas un récipient inerte. Et prenons 2 exemples. Un enfant qui apprend à nager est réceptif vis-à-vis du maître nageur, mais actif quant à ses mouvements, vous voyez, car c'est lui qui les fait. S'il ne fait qu'écouter le maître nageur, il va vite couler. Et il n'est actif qu'en étant réceptif, car s'il savait déjà tout faire les mouvements, il saurait déjà nager. Donc il n'est actif qu'en étant réceptif. Vous voyez ? Bon, il y a des exceptions, des gens qui peuvent arriver à nager tout seuls, mais on prend un certain exemple pour faire comprendre. Et il n'est réceptif qu'en étant actif, car si une fois dans l'eau, il ne faisait pas les mouvements que le maître nageur lui apprenait, il coulerait. L'autre exemple se prend dans l'enseignement. L'intelligence de l'élève acquérant des connaissances grâce à l'enseignement du professeur est réceptive à cet enseignement, mais elle est active pour l'assimiler par son attention soutenue et ses efforts à comprendre. Vous voyez ? Il ne suffit pas d'écouter pour que la science y rentre comme ça. On le sait tous, on a été à l'école. L'intelligence de l'élève est donc passive qu'en étant active, car si elle n'était que passive, elle n'intégrerait pas l'enseignement du professeur. Et elle n'est passive qu'en étant active, car si elle veut suivre l'enseignement, elle doit s'efforcer d'y être attentive et de le comprendre. Donc parler de passivité d'un élève suivant un cours est absurde. Il n'y a pas de plus grande activité de l'intelligence pour assimiler et comprendre ce que le professeur enseigne. Mais l'intelligence est active en étant réceptive. Pardon. Pardon, on a perdu le cours là. Mais l'intelligence est active en étant réceptive, sinon, si elle pouvait trouver seule ce qui est enseigné, elle n'aurait pas besoin du professeur.
On entend aussi parfois parler de méthode active et de méthode réceptive, mais c'est du même acabit. Toute méthode d'éducation authentique doit développer inséparablement la réceptivité et l'activité dans l'enfant. On pourrait appeler ça l'activité réceptive. Dans le même registre des méthodes, il faut dire qu'il n'en existe pas qui résoudrait à l'avance tous les problèmes imprévisibles que pose l'éducation d'un enfant. Aucune méthode ne peut remplacer la prudence personnelle de l'éducateur, au sens où on l'a vu, le mot prudence, qui, formé par l'expérience des enfants, saura discerner à chaque moment ce qui convient dans telle circonstance à tels enfants ou à tel groupe d'enfants. Si on entend dire que telle méthode en faveur employée à tel endroit a donné de bons résultats, il faut se demander si les résultats sont dus à la méthode ou à la qualité des éducateurs. Qu'est-ce qui prouve qu'avec la même méthode et d'autres éducateurs, on aurait les mêmes résultats? Il faut éviter l'exclusivisme d'une seule méthode avec laquelle on prétendrait résoudre tous les problèmes. La prudence de l'éducateur, puisée dans l'expérience des enfants, doit aussi puiser dans la diversité des méthodes pour choisir ce qui conviendra à tel cas précis. On ne devient pas bon éducateur parce qu'on lit ou suit tel ou tel cours de pédagogie. C'est très utile pour profiter de l'expérience d'autres éducateurs, s'ils ont su acquérir une bonne théorie, mais il faut encore l'expérience personnelle avec les enfants, grâce à laquelle on saura adapter les bons principes pédagogiques. On précise que l'on parle ici de pédagogie et non de l'éducation elle-même. L'éducation est censée transmettre des valeurs, enseignement, formation, vertu, etc., alors que la pédagogie est censée dire comment transmettre ces valeurs. L'éducation, c'est le contenu de transmettre, et la pédagogie, l'art de le transmettre. C'est pourquoi, si l'éducation puise ses principes dans les hautes valeurs de la sagesse qu'elle a à transmettre, la pédagogie, elle, qui est plus un art qu'une science, puise ses principes dans l'expérience des enfants, car son but, c'est de transmettre ces valeurs aux enfants comme ils sont, dans l'état où ils sont pour les recevoir. Et c'est pourquoi elle a plus besoin de l'expérience au sujet des enfants que des principes très universels. Ce qui n'empêche pas de tirer de cette expérience des principes, mais ces principes seront toujours adaptés à chaque cas particulier, et cela, seule l'expérience personnelle peut le donner. C'est à force de voir vivre les enfants et de les observer que l'on acquiert la prudence pédagogique. Surtout que les enfants changent, d'après les époques aussi, puis d'après les lieux aussi. De plus, il faut tenir compte du fait que cette expérience change, voilà ce qu'on en dit là, selon les lieux et les époques, parce que les enfants ne sont pas les mêmes partout et toujours, selon le milieu dans lequel ils vivent. Et c'est pourquoi une méthode qui aurait été bonne à un moment donné, ou dans un pays ou une région, ne le sera pas forcément à un autre moment ou dans une autre région. Ce qui ne veut pas dire non plus que le passé soit toujours évolué. Vous voyez, bon, toute une réflexion. On a dans ce genre des oppositions entre méthodes anciennes et méthodes nouvelles. Certains sont pour les unes, d'autres pour les autres. Il faut savoir puiser dans les unes et dans les autres. D'une part, en effet, les méthodes anciennes souvent profitent d'une expérience des dizaines de fois séculaire. Il y a moins de dire que tout le monde s'est trompé avant nous et que l'humanité n'a produit que des erreurs. Et il serait ridicule de rejeter cette expérience et précieuse, mais qui sera toujours réadaptée à notre temps et à notre lieu. De même, il serait irrationnel de mépriser les grands progrès de notre siècle dans la psychologie des enfants et des adolescents. Voyez.
il faut savoir puiser judicieusement dans les unes et les autres. Et l'éducation, c'est pas une sinécure, hein. Bon, sans douter un peu. Après cette digression au sujet de l'éducation, et en particulier des méthodes, on revient à la société familiale, ce qu'on va faire dans la troisième partie. Voilà, cette deuxième partie est terminée. À tout à l'heure pour la troisième.